Mathieu Riboulet, l'amant des morts. Jérôme regagna sa chambre sans accorder un regard à la porte de Fabrice, s'allongea et dormit pendant 2 jours, sans s'être lavé. Dans le demi-sommeil qui précédait et suivait les heures de repos brut dans lequel il avait sombré, ses narines frémissaient à la recherche des traces d'Axel. Son échine frissonnait au souvenir du torse qu'il accueillait la nuit, comme un écrin. Ses lèvres, enfin, à jamais orphelines du sexe de l'amant, monument qui avait été sien, palpitaient dans le vide. Il passa saluer ses tantes le surlendemain de son retour, propre comme un sous-neuf, rasé de près, habillé au cordeau mais sans raideur, avant de reprendre le travail. Elles retrouvèrent le Jérôme des débuts, d'avant Fabrice, le Jérôme dont elles ne savaient pas grand-chose, mais dont l'allure les avait tant séduites. Et Jérôme lui-même avait retrouvé celui qu'il était, voici à peine quelques mois, même s'il lui semblait des siècles, à cette différence qu'il décelait vaguement l'accroissement de son opacité, l'extension de son absence à lui-même, et qu'il se sentait désormais animé, non plus par la seule et finalement simple énergie, mais par une véritable volonté sexuelle. Il était en cela le digne fils de son père, mais déterminé à ne pas semer autour de lui la destruction que Gilles avait répandue à la force de ses reins. Il n'en avait qu'à peine conscience, et le tourbillon commercial qui de rechef le happa ne l'aida pas à y voir clair, ce qui n'avait d'ailleurs aucune importance. Même sans le formuler, il avait parfaitement compris que les 3 semaines passées aux côtés d'Axel redéploieraient dans d'autres directions l'exercice de cette énergie devenue volonté. On en était là. Pour le dire tout net, un rien désemparé, à courir les enterrements, à déchiffrer nos analyses sanguines qui parfois tenaient de l'araméen, du hiéroglyphe, à consulter nos médecins comme des pitis, nous engouffrant dans des couloirs des hôpitaux, certains jours sombres comme la galerie ajourée qui accum abritait la Sibylle. Nous en étions là, à continuer quoi qu'il en soit de vivre, seule réponse envisagée. Voilà plus de 5 ans que nous nous enveloppions de caoutchouc. Qui aurait parié, disons plutôt, une pareille comédie? C'était comme une seconde poux. Nous avions si bien intégré la menace qu'elle était désormais une part de nous-mêmes, invisible, qui procédait dans l'ombre à la recomposition de nos identités, ce dont la plupart d'entre nous mettraient un temps fou à se rendre compte, nous jetant, au gré du terrain natif sur lequel elle s'était étendue, dans l'impuissance, la peur, la chasteté la plus extravagante, des fétichismes safe, ou à l'inverse, la prise des risques les plus insensés. Nous en étions là, ayant vite compris qu'il ne faudrait compter que sur nos propres forces. Même si le monde en était là aussi, avec nous, il avait spontanément songé à suivre la voie engageante des fabuleux bénéfices secondaires entrevus au détour du chemin. Plutôt mort qu'enculé, le mot d'ordre répandu au long des siècles sous diverses formes par l'engeance religieuse et la pègre du puritanisme, son bras armé, avait ressurgi dans les esprits sans même prendre la peine de se déguiser en une pensée cohérente, même si l'heure historique qu'il était n'avançait plus sur ces cadrans-là. Nous avons alors jeté nos forces dans la bataille, avancé à découvert, pris tous les risques du corps malade quand il s'expose, entraîné avec nous nos amis, nos mères, nos sœurs, les femmes dans notre vie et quelques-uns de leurs amants. Nous avons obligé les médecins et les institutions qui les secondent à se pencher sur nous autant que sur nos maux, parce que nous avons compris que nous étions porteurs d'une maladie immonde creusée de toutes les métaphores. Et si tous, ou presque, nous ont suivis, malgré tout, malgré eux, malgré nous, on en était là, à se demander comment tenir et combien de temps avant de disparaître. Et tout tragique que fut notre sort, il n'était qu'une poignée de sable jetée à la face de l'océan dont la paisible indifférence emportait puis rejetait chaque jour au gré du ressac des millions d'autres tragédies minuscules. Longtemps, pour cela, il y avait Dieu. Mais l'idée même, vacillante depuis quelques lustres, avait fini de sombrer au mi-temps du XXe siècle, quelque part en Europe centrale. Il n'y avait donc plus que nous. Les sœurs Mondeville en étaient là aussi,
que leur origine petite bourgeoise, leur beau mariage interrompu et leur fortune aimable ne destinaient guère à être brutalement arrachées à leur oisiveté bienveillante par les ravages d'une maladie qui s'étendait déjà au monde entier, n'étaient leurs amis, leurs neveux, leurs voisins, qu'elles s'efforcèrent de retenir ici-bas, peu décidés à devoir faire leur deuil de ces hommes qui ne peuplaient pas leur lit, mais leur salon, leurs pensées, leurs affections de leur indéniable présence. On était là, c'est-à-dire en réalité au pied de l'escalier, à récurer la trace de notre corps s'écoulant hors de nous, impuissants et muets, et Jérôme en surplomb. Jérôme, dont Axel avait bouleversé la vie. Jérôme, qui avait à nos côtés repris les habitudes parisiennes d'avant Fabrice, sans y songer davantage qu'il ne songeait à Toulouse, au plateau, à son père, ni enclin à s'attarder, ni désireux d'imprimer une direction particulière aux actes de sa vie. Il traçait sans penser à rien d'autre qu'aux ressources propres, siennes, trouvées en arrivant et sollicitées sans préméditation ni duplicité. Le corps grand et souple, l'inépuisable goût du sexe, l'abandon aux hommes de toute volée. La mort de Fabrice s'était chargée de faire de son abandon un don éclairé, consenti. Enfin, et c'est à peine s'il en avait pris conscience. Il avait toujours au reste trouvé forte partie derrière lesquelles dissimuler l'abîme où sa détermination le menait. Le plateau d'abord, l'âpreté fraîche et sèche qu'il avait toujours opposée à toutes les circonstances familiales dont il avait été le jouet, puis le commerce à Toulouse et Paris, l'incessant balai des représentations qu'il ordonne dans la vie de ceux qui s'y adonnent, et toujours et partout son propre corps, où faire naître le plaisir comme une immense répétition de ce qui s'était joué très avant dans la nuit, pour lui, avec le sexe des hommes. Tout, jusqu'à Fabrice, l'avait mené à lui-même. Puis il y avait eu cette tragique inversion des sens une nuit, dans l'escalier de l'immeuble de la rue de Liège, où le corps de Fabrice s'était répandu hors de lui sur les marches, et tout de suite après, Axel. Rien ne changerait, mais tout serait différent. Il faut maintenant poser sur Jérôme un regard bienveillant, que les incertitudes du personnage ne voileront pas. Un gosse de 20 ans, empli d'une exceptionnelle gravité, né d'une conjoncture à laquelle vous, comme moi, aurions pu être confrontés sans pour autant en tirer les mêmes conclusions. Au moment de l'histoire où nous surgissons, les déterminants familiaux plus ou moins supportables qui nous sont impartis, les goûts et dégoûts habiles à nous pousser dans des retranchements pas toujours très bien fortifiés, voilà le lot, la matière palpable jusqu'à l'ivresse, à la nausée. Le reste est une navigation à vue, voire à l'aveugle. Il faut imaginer Jérôme un matin d'avril sur le chemin d'un rendez-vous de travail impeccable, d'une précision à couper le souffle, le vêtement ajusté mais souple, la langue déterminée, un rien de déhanchement s'attardant sur la silhouette, tombé en arrêt devant un spectacle qui le priva tout à fait de l'accès qu'il tenait naturellement restreint à la pensée. Boulevard de Ménilmontant, le sol pavé de la grande entrée semi-circulaire du Père-Lachaise était jonché de corps qui s'entassaient dans le désordre ordinaire que la mort de masse sème ou qu'elle s'abatte. Ça et là, des croix blanches hérissaient le sol autour d'un grand cercueil tendu de tissure noire hâtivement cimenté au pavé. De part et d'autre de l'entrée, les murs s'étaient vêtus d'inscriptions rageuses que Jérôme vit à peine. « Le Père-Lachaise n'y suffira pas. C'est repos. Ici, l'État a investi pour votre avenir. » Les corps, au visage couvert de sang, s'agitaient. Une haie d'honneur les protégeait des morts, ceux du cimetière dont on distinguait, au-delà du portail béant, les tombes. Jérôme, frappé de sidération, resta un long moment, l'œil fixe, à regarder, sourd et muet, cet entassement de corps plongé dans un déchaînement de violence symbolique d'une singulière intensité. Il se sentait gagné par une exaltation chaleureuse, douce. Il n'avait rien perdu de sa faculté à transformer en force, en bienfait, une violence a priori destinée à l'agression. Ces morts-là étaient jeunes, ces morts-là étaient beaux, même les moches étaient beaux, même les vieux étaient jeunes. Il aurait voulu les saisir, les étreindre, être leur amant, l'amant des morts, de ces morts-là, leur dispenser un peu du désir inouï qui montait en lui. Il se sentait monstrueux,
assailli de pulsions déplacées, saugrenues, abjectes. Tout ce qu'il avait jusqu'ici consenti à donner de lui aux hommes vivants, qu'il ne s'était guère privé d'en user, ne serait rien comparé à ce qu'il se sentait prêt à abandonner à ces hommes morts, dont il voulait être l'amant. Tout cela, jeté en vrac dans son âme, en un désordre fiévreux, lui scia les jambes. Les passants, à l'attention attirés par la clameur qui montait de l'entrée du cimetière, ne virent pas Jérôme, au beau milieu du terre-plein central du boulevard, tomber à genoux comme une pierre, poser son front sur le pavé de ses bras formés en croix. Nul ne l'entendit serrer les dents, tendre et verrouiller ses muscles, puis longuement expirer, s'aplatir, se concentrer sur son torse, la pointe de ses hanches, ses cuisses, au milieu son sexe, mêmement tendu et verrouillé. « Ceci est mon corps, ô mort, pour un festin de vivants, de chair, de gloire et d'épouvante. Prenez et laissez-moi sombrer dans le bitume, me recouvrir d'un linceul de pavé qui effacera jusqu'à la trace de mon passage. Avec ma force, vous vous releverez d'entre les morts, abattrez ces croix blanches qui hérissent vos tombes et marcherez parmi les vivants à qui vous vous donnerez comme du temps que vous étiez belle, qui vous prendront avec cette inconscience des vivants prêts à baiser des morts pourvu qu'ils aient un beau cul, sourient, donnent le change et jouissent dans des sursauts qu'ils attribueront à leur mérite, mais qui seront les fruits du désespoir. Buvez, asséchez-moi, et allez aux vivants aveugles, qui ne voient pas que vous êtes morts. Dites-leur que nous n'y survivrons pas, et qu'au jour de notre mort, à toutes, il ne leur restera que leur queue pour pleurer, et plus un cul où les glisser. Prenez, depuis l'enfance, on me dépaisse, et toujours je repousse. Nourrissez-vous de ma robustesse, et regagnez vos galants de reine ternis par la maladie, l'opprobre et la honte qui nous colle aux os. » Sur le boulevard, toujours personne pour voir Jérôme se relever en larmes, l'esprit jeté dans la plus entière confusion, à peine ajusté ses vêtements et mécaniquement rentré rue de Liège où il se coucha, bien qu'il ne fût que 11 heures. On avait d'autres chats à fouetter. Ce jour-là, Paris, paré des couleurs du désespoir, vit défiler des dizaines de cercueils et des morts par centaines s'allonger sur le sol, s'enchaîner aux portillons de son métro. Les fontaines de son palais royal s'emplirent et dégoûtaient de sang. Il faut admettre que Jérôme dormit toute la journée. Chose exceptionnelle, il raconta le soir même à Constance et Alix la scène dont il avait été témoin le matin au cimetière, sans entrer dans le détail des sentiments confus qui l'avaient assailli. Il insista sur l'ordonnancement, la détermination, la théâtralité extrême de cette manifestation de mort, le saisissement immédiat de ses sens, son incapacité à bouger sur l'évidence qui jaillissait de tout cela, perceptible même au plus obtus des esprits, la colère des morts. La puissance dévastatrice qu'elle confère aux corps malades, ceux qui d'ordinaire se vident en silence de leur substance vitale la nuit sur les marches des escaliers et qui la reguimbent, se dressent et hurlent. Il racontait sans voir ni comprendre vraiment ce qui se jouait pour lui sur ce théâtre-là, comment se nouaient ses émotions, de quel poids les réminiscences pesaient sur ses épaules de gamin, dont l'insouciance n'avait jamais été le fort. Ça aurait été cela, l'amour, un ballet brutal, vital, éperdu, délicieux, des corps dans l'ombre, des coups parfois, une tendresse sans fin, infiniment de foutre, l'appel de l'air nocturne et des froissements de tissu qu'on remballe, quoi d'autre? La mort au milieu, comme une vulgaire danseuse jaillissant d'un gâteau suivi d'une volée de plumes, de strass et de flonflons. Le défilé des morts, carcasses vides, gisant sur l'escalier qu'ils n'auront pas bien descendu. Nos amants, nos amants. Nous en étions là, et Jérôme avec nous, et Constance et Alix, stupéfaites, l'une et l'autre, de l'extrême compacité de Jérôme dans ces moments d'exaltation intense, du mélange d'énergie et de détermination qui émanait de son regard presque vide, qui en disait long sur son absence à lui-même, comme sur les arcanes de ses motivations. L'une enviait ses capacités à faire bloc, l'autre était bluffée par le risque insensé qu'il prenait à ne côtoyer ainsi que le bord des abîmes s'ouvrant en lui sous ses pas. Il leur aurait mené rue de Liège depuis son arrivée, une vie émotionnelle un peu rude. Il regagna sa chambre, Alix ajusta son châle sur ses épaules,
Constance les resservit en vain et se leva pour tirer les rideaux. De là où nous étions, nous ne pouvions plus les voir. Mais même en tirant les rideaux, en estompant nos ombres, en nous délitant dans la grande mascarade sans queue ni tête qui nous tient lieu d'existence, nous en sommes là. Et vous en êtes là avec nous. Et si vous êtes encore vivants, c'est parce que nous sommes morts. Ça tombe bien. Longtemps vous nous avez voulu morts. Maintenant que nous le sommes, il vous vient comme un remords, un sursaut, une pensée. Ne le regrettez pas, même si d'évidence vous n'en auriez pas fait autant pour nous. De tout cela, nous ne tirons nulle gloire. Du temps que nous étions vivants, nous l'étions parce que d'autres étaient morts avant nous et mouraient à nos côtés. Des diverses calamités qui nous assaillent depuis l'apparition du Verbe. Ni gloire, ni culpabilité. La claire conscience que tout cela qui nous a fait, sur quoi nous nous sommes brisés, ne sera bientôt plus qu'un tout petit sursaut indécelable à l'échelle du corps céleste dont, depuis des siècles et des siècles, nous sommes l'émanation contrainte et forcée. Longtemps encore, après ces temps terribles, Jérôme fut l'amant des morts. Il entrait, à la nuit tombée, dans la pénombre tiède, industrieuse des couloirs d'hôpital, poussait les portes, quittait ses vêtements, entre les draps se glissait, et à des corps osseux, anémiés, déplaisants, abandonnait, donnait, au gré des jours, des forces et des deux mondes, un peu de cette tiédeur, de son calme, de ses silences, de ses tensions et de sa foi. Au jour levé, nos lits étaient à nouveau vides. Ne persistait au creux de nos paumes que l'odeur de son corps, à nos lèvres le goût de son sexe s'évanouissant dans le sommeil naissant du repos ou de la mort.